en santé sexuelle et reproductive. Aussi, le professeur Sabina Abou-Milhem, professeur en santé publique à l'Université de Sherbrooke au Canada, est membre du comité éditorial de la revue francophone Questions en santé sexuelle et reproductive. Alors, avant de passer la parole à professeur Vincent, j'aimerais bien remercier vivement tous les membres du comité éditorial de la revue francophone SRHM Questions en santé sexuelle et reproductive pour la qualité de leur travail et leur engagement dans la réalisation de ce 6e numéro. J'aimerais bien attirer l'attention que notre webinaire est adressé aussi bien aux chercheurs professionnels de santé, aux décideurs, mais aussi au grand public. Alors, à toi la parole, professeur Vincent. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bouchra. Donc, à l'occasion de la publication du 6e numéro de la revue Sexual and Reproductive Health Matters, en français, Questions de santé reproductive, nous souhaitions présenter le numéro au public intéressé lors d'un webinaire, mais en même temps, profiter pour débattre des priorités en santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. C'est pour cette raison que les intervenants vont à la fois aborder les contenus thématiques de la revue et présenter un aspect ou l'autre de la question dans leur contexte, de manière à stimuler le débat pour lequel vous êtes invités à envoyer vos questions et commentaires. Je laisse maintenant la parole à nos deux modératrices. À vous la parole, professeur Barquette. Merci beaucoup, professeur Vincent. Donc, effectivement, je suis ravie de modérer avec ma collègue ce webinaire. Et je commence d'abord par souhaiter la bienvenue à tous les personnes qui vont assister, mais aussi à remercier toutes les personnes qui vont animer ce webinaire. Et ce webinaire qui est vraiment pour nous une occasion de mettre le point sur ce 6e numéro qui nous tient tellement à cœur et surtout de discuter sur la santé sexuelle et la santé reproductive au niveau de l'Afrique francophone. Donc, j'aimerais, avant de donner la parole à notre premier orateur, insister sur quelques points relatifs au déroulement de ce webinaire. 4 présentations vont se succéder. On remercie énormément nos 4 intervenants. Ensuite, au fur et à mesure, nous allons recueillir avec ma collègue Sabina Abou-Milhem qui co-modère ce webinaire les questions des différents intervenants. Et puis, à la fin des 4 présentations, les questions seraient groupées en thématiques et puis posées, données aux différents intervenants et chacun aura la parole pour répondre aux questions des intervenants. Donc, n'hésitez pas à envoyer au niveau de la partie chat toutes vos questions au fur et à mesure du déroulement des présentations. Voilà, donc je pense que les principales consignes étant données, je peux donner la parole à notre premier intervenant, qui est le professeur Rachid Abou Taleb, qui est directeur et professeur à la faculté de médecine de Casablanca, qui va aborder la thématique relative aux droits et santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone, réalisation, défis et perspectives. Je voudrais insister sur le respect du timing imparti à chaque présentation, qui est, s'il vous plaît, de 10 minutes, pour qu'on puisse rester dans le timing dédié à notre webinaire. Merci beaucoup et encore une fois, bienvenue à tous les collègues qui nous écoutent. À vous la parole, chers collègues. Bien. Merci beaucoup, merci chers collègues. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et donc, j'ai comme mission de parler des droits et santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. Les droits et santé sexuelle et reproductive sont une des priorités en matière de santé sexuelle et reproductive. Et donc, pour parler de cette thématique, on l'a déclinée en 3 parties. Une partie des réalisations en Afrique francophone,
les défis et enfin les perspectives, comment on peut améliorer et aller de l'avant dans cette thématique. Donc, je commencerai par parler des droits et santé sexuelle et reproductive comme étant une conception moderne de la santé sexuelle et reproductive qui est apparue à la suite de la conférence internationale Population et Développement où les conférenciers se sont mis d'accord qu'il est impératif d'appliquer ou d'intégrer le concept des droits humains à la santé sexuelle et reproductive si on veut améliorer les indicateurs dans ce type de thème de santé. Et donc, si on intègre le concept des droits humains, il va de soi qu'il faudrait garantir, il y ait des garanties à partir des États pour que les femmes et les hommes, en fait toute la population, la santé sexuelle et reproductive intéresse toute la population, puisse vivre en bonne santé, prendre les décisions éclairées en matière de fertilité, procréation et activité sexuelle. Et quand on parle de garanties de l'État, elles émanent des engagements de chaque État, des engagements internationaux qui émanent des ratifications des pactes et des conventions signées au niveau de l'ONU, mais aussi du programme d'action, puisque le programme d'action de la CIPD a été adopté par 179 gouvernements. C'est également les engagements, c'est aussi le protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique et le cadre directeur, entre autres, le cadre directeur continental pour la santé sexuelle et les droits de la reproduction. Et donc, si on analyse de près les engagements internationaux des États africains, on peut les schématiser dans ce cadre conceptuel, ce cadre qui va servir à la fois à l'analyse de la santé sexuelle et reproductive dans ces pays, mais aussi va servir comme cadre d'action en matière de santé sexuelle et reproductive. Et donc, ce cadre conceptuel concernant les droits et santé sexuelle et reproductive comporte bien sûr les droits aux soins de santé. Donc, quand on parle de droits aux soins de santé, c'est la disponibilité des équipements et des établissements de santé, c'est aussi assurer l'accessibilité des femmes et des hommes à ces établissements, c'est aussi des services de soins qui sont acceptables et de bonne qualité, mais en matière de droits en santé sexuelle et reproductive, les soins ne sont pas les seuls nécessaires pour assurer une bonne santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi assurer une information juste, scientifiquement exacte. Il faut aussi assurer l'équité et la non-discrimination, en particulier envers les femmes et les filles. Il faut également assurer la participation des citoyens à travers leurs associations. Et aussi, il faudrait que l'État soit redevable envers ses citoyens, aussi bien envers les citoyens qu'envers les associations. Et donc, ce cadre va s'appliquer aux différents thèmes de la santé sexuelle et reproductive, qu'il s'agisse de la santé maternelle, la prise en charge des IST et du VIH, l'HPV et le cancer du col, mais c'est aussi tous les problèmes liés à la grossesse, à la contraception et également les violences en lien avec le genre. Et donc, en appliquant ce cadre, on se rend compte que les pays de l'Afrique francophone ont déjà fait un ensemble de réalisations, qu'il s'agisse de l'engagement politique des États, l'engagement politique communautaire qui est visible à travers l'orientation des gouvernements vers l'amélioration du niveau de santé sexuelle et reproductive. C'est visible également à travers la mobilisation des ressources, puisque les États ils donnent un certain budget pour la santé sexuelle et reproductive, ils assurent la gestion de ce budget, mais c'est aussi les partenariats nationaux et internationaux, c'est également l'implication des communautés et de la société civile, et bien sûr, c'est les efforts des États pour réduire les disparités
entre les régions, par exemple, mais aussi les disparités à l'intérieur d'une même région. Ce cadre nous permet également de nous rendre compte qu'un certain nombre de réalisations ont été effectuées, notamment en matière d'accessibilité aux soins de santé sexuelle et reproductive, et ceci se voit à travers les efforts qui ont été effectués pour concevoir, mais aussi mettre en œuvre des programmes. C'est le programme de lutte contre le VIH, c'est le programme de réduction de mortalité maternelle, les programmes de lutte contre les violences. C'est aussi les différents efforts pour renforcer les ressources humaines des services de santé sexuelle et reproductive, de motiver ces personnels, renforcer les plateaux techniques en termes d'équipement, l'accessibilité financière et aussi les programmes d'information mis en œuvre. Alors, toutes ces réalisations qui ont été effectuées, tous ces efforts, mais les indicateurs restent préoccupants dans la majorité des pays de l'Afrique francophone. Alors, on se demande pourquoi, c'est parce que les défis sont extrêmement importants, qu'il s'agisse des défis démographiques, puisque la natalité est toujours élevée malgré les programmes de contraception. C'est aussi le contexte social à travers les pratiques traditionnelles néfastes, c'est aussi le contexte économique à travers les inégalités qui restent criantes et qui sont à l'origine d'une mauvaise santé sexuelle et reproductive, et cela est prouvé dans un certain nombre de travaux de recherche. Et donc, ceci fait que l'exposition au VIH reste élevée dans les pays de l'Afrique francophone. On continue à voir des effets si on veut, des échecs de la contraception, tels que les grossesses chez les adolescentes, et ainsi de suite. Alors, quels sont les défis auxquels font face les pays de l'Afrique francophone? C'est aussi le devoir de garantir les droits vulnérables qui s'exposent aux aléas et qui ne disposent pas des moyens pour faire face à ces aléas, et par conséquent, les conséquences sont sérieuses, telles qu'une exposition au VIH, telle qu'une grossesse non désirée, une exposition à une violence sexuelle, etc. Et donc, le défi qui est très important, c'est que les droits que garantissent les États doivent atteindre ces groupes vulnérables. Qu'il s'agisse des personnes démunies, des groupes marginalisés, des personnes en situation de handicap, etc. C'est aussi pour que les groupes vulnérables puissent accéder à une bonne santé, c'est aussi la garantie des droits sociaux, notamment le droit à l'éducation. Et le droit à l'éducation est directement lié au droit à l'information, puisqu'une personne éduquée perçoit mieux le message d'information au sujet de sa santé sexuelle et reproductive. C'est aussi l'accès à la nourriture, à l'eau, avoir un revenu, avoir un emploi, et le droit à avoir un revenu, avoir un emploi est extrêmement important, puisque le fait d'être en situation de chômage, le fait de ne pas avoir de revenus, d'être en situation de pauvreté, est un aléa qui expose à une mauvaise santé sexuelle et reproductive à travers des comportements sexuels ou à travers le mariage des mineurs, etc., qui exposent à une mauvaise santé sexuelle et reproductive. C'est aussi garantir pour ces groupes vulnérables des droits, c'est aussi leur garantir des droits civils, leur permettre de s'associer, leur donner la liberté d'expression afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Et ça, c'est des défis importants auxquels font face les pays de l'Afrique francophone. Également, un troisième défi qui est très important, c'est celui de la lutte contre les discriminations, puisque les discriminations sont très importantes en Afrique francophone, qu'il s'agisse des discriminations envers les femmes, et cela crée des inégalités très importantes entre hommes et femmes. Ces inégalités sont engendrées par les inégalités de genre créées par les normes sociales, et ces inégalités de genre et ces rapports de force font que les femmes sont en position
dominés et par conséquent ont une limitation, ont des obstacles, font face à des obstacles à l'accès à la contraception, par exemple, à l'accès à l'avortement, à la pilule du lendemain, font face également aux pratiques traditionnelles néfastes pour leur santé sexuelle et reproductive. Lutter contre les discriminations, c'est aussi lutter contre les discriminations qui sont basées sur l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique ou le handicap. Et donc, quelles sont les perspectives d'avenir? Comment faire face à ces défis pour améliorer la santé sexuelle et reproductive? Alors, en perspective, deux éléments extrêmement importants qui doivent être intégrés dans les politiques des pays de l'Afrique francophone. La première, c'est la participation des citoyens. Il est important que les citoyens puissent avoir le droit à participer à leur santé sexuelle et reproductive. Participer comment? Tout d'abord, en ayant accès à l'information, en ayant accès aux données sur la santé sexuelle et reproductive, d'un côté, mais d'un autre côté, avoir une voix, c'est-à-dire pouvoir négocier avec les gestionnaires de la santé sexuelle et reproductive et transformer ou donner le choix pour la transformation à travers des politiques publiques de santé sexuelle et reproductive. Donc, la participation des citoyens leur permet d'évaluer l'action gouvernementale à travers la société civile et pousse l'État à plus d'engagement en matière de santé sexuelle et reproductive vers un accès universel aux services de santé, aux services à l'information dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Et donc, les citoyens qui sont les détenteurs de droits auront une porte ouverte vers l'État pour lui imprimer leur avis, lui donner son avis et lui permettre ou le pousser à être responsable et à s'acquitter, c'est ça le mot, s'acquitter de ses obligations en matière de santé sexuelle et reproductive. Et donc, pour conclure, je reviens au cadre d'action dont j'ai parlé tout à l'heure, le cadre conceptuel. Ce cadre qui est un cadre d'analyse, mais aussi un cadre d'action. Et donc, pour agir en matière de droit aux soins de santé sexuelle et reproductive, ce cadre d'action s'adresse au ministère de la Santé pour qu'il conçoit et pour qu'il mette en œuvre des politiques publiques en matière de santé sexuelle et reproductive. Le droit à l'information, l'équité et la non-discrimination, la participation, la redevabilité dépassent le cadre du ministère de la Santé, mais s'adressent aux autres acteurs, qu'il s'agisse du ministère des droits des femmes, qu'il s'agisse du ministère de la Justice, les droits de l'homme, les institutions nationales des droits de l'homme, mais aussi la société civile. Et donc, pour dire que le droit et la santé sexuelle et reproductive est une affaire de tous les acteurs, aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux, pour assurer une bonne santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. Je vous remercie. Alors, merci, professeur Boutaye, pour votre présentation. Nous passons au docteur Jean-Paul Dossou, donc directeur du Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie du Bénin. Il va cibler la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone et explorer les pistes pour atteindre les ODD. À vous la parole, docteur Dossou. Merci beaucoup.
Sur le sujet donc de la santé maternelle et néonatale de façon plus précise, je voudrais d'abord donc rappeler les objectifs de développement durable, parler donc de la réduction de la mortalité maternelle, où il est promis que d'ici 2030, que nous allons faire passer le ratio de mortalité maternelle en dessous de l'objectif de 70 pour 100 000 naissances vivantes. Éliminer les décès évitables pour les enfants en dessous de l'âge de 5 ans, et notamment de façon spécifique sur la question de la mortalité néonatale, la réduire à en dessous de 12 pour 1000 naissances vivantes. Et assurer aussi un accès universel à des soins de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et à l'éducation. Ces objectifs particuliers en rapport avec la santé de la mère et du nouveau-né en termes d'ODD sont soutenus aussi par l'objectif de l'accès universel aux soins de santé, qui est important aussi et pour les mères et pour les nouveau-nés et pour toutes les familles d'une manière générale. Lorsque nous parlons d'Afrique francophone, nous parlons quand même de 26 pays, de près de 430 millions d'habitants, dont la moitié sont des femmes. Donc, nous parlons de près de 215 millions de femmes. Nous parlons d'un pays comme la République démocratique du Congo, qui rassemble près de 20% des femmes donc de l'Afrique francophone. Et rappelez juste que la RDC, l'Algérie, le Maroc, Madagascar et le Cameroun réunis représentent près de 51% des femmes de l'Afrique francophone. Nous parlons quand même aussi de pays avec des contextes très, très divers. Sur le plan économique, par exemple, nous avons un pays comme le Rwanda avec un taux de croissance annuel de près de 10%. Et nous avons un pays comme la Guinée équatoriale qui est actuellement en récession, avec qui est actuellement en récession, des pays aussi comme la République du Congo. Donc, c'est des contextes très divers et il faut avoir ça en compte dans les réflexions à venir. Il faut rappeler aussi que nous sommes dans des pays avec des contextes politiques, économiques et sécuritaires aussi qui sont très variés. Et je ne vous rappellerai, je ne vous apprendrai rien pour dire qu'il y a des situations très tendues en termes de terrorisme, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, dans le Sahel. Et c'est dans ce contexte que les femmes vivent. Et c'est dans ce contexte que nous voulons leur assurer quand même un accès équitable et que nous voulons parler de leur santé en tant que mère et en tant que nouveau-né. Cela dit, la mortalité maternelle aussi, dans ce contexte, est très variée. Le ratio de mortalité maternelle, il y a des pays qui affichent des taux très élevés, mais nous avons des pays dans lesquels aussi ces taux sont relativement bas. Les pays en rouge ici, paradoxalement, donc, sont les pays avec les taux les plus bas. Et les pays avec la bande verte constituent les pays dans lesquels nous avons encore les taux les plus élevés. On retrouve bien la région du Sahel avec le Tchad qui représente l'un des taux les plus élevés. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler le risque de décès maternel au cours de la vie et les inégalités criardes qu'il y a entre la France et la Belgique, pays colonisateurs, qui ont apporté le français en Afrique, je vais dire, et aujourd'hui un pays comme le Tchad, où ce taux est d'une femme sur 15, est d'un décès sur 15, alors qu'en Belgique, par exemple, nous avons un taux très, très bas de 1 décès sur 11 200 décès. Donc, les inégalités entre le nord et le sud, et même aussi en Afrique même, entre le Tchad et déjà l'île Maurice, sont des éléments importants qu'il faut noter et il faut analyser ce contexte de l'Afrique francophone face aux défis des décès maternels et néonatals. Alors, sur le plan de la mortalité néonatale, il faut contraster aussi, il faut voir que la situation ici est très contrastée. Par exemple, entre Seychelles, avec une mortalité relativement très faible, et contraster cela avec la République centrafricaine qui a les taux les plus élevés. Et le problème ici posé, quelles sont les pistes ou carrément est-ce qu'il faut parler d'autoroute pour accélérer vraiment les progrès de l'Afrique francophone vers les objectifs de développement durable. Donc, voir la situation dans les pays les plus fragiles et les plus pauvres, les plus fragiles où la problématique est plus importante et contraster cela aussi avec d'autres pays, voir comment on peut faciliter l'apprentissage entre les différentes parties de l'Afrique francophone.
Et la revue Questions de santé sexuelle et reproductive vient vraiment, apporte déjà des pistes et ouvre déjà le débat sur un certain nombre de questions importantes. Par exemple, la question de la violence obstétricale, qui constitue vraiment une question qui, personnellement, pour moi, est une priorité majeure dans la grande question de l'amélioration de la qualité des soins. Et la question de la santé, de la violence obstétricale, au Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, CIRUD, où nous travaillons sur la question depuis une vingtaine d'années, il faut comprendre qu'elle émerge de cette relation, de la relation entre les soignants et les soignés, et qu'il y a une dynamique complexe entre ces deux acteurs en interaction permanente pour expliquer, voir comment se génère la violence obstétricale, mais aussi cette interaction peut aussi donner des pistes et donne aussi des pistes sur la meilleure manière d'approcher cette problématique-là à partir du contexte. Je m'en voudrais aussi de ne pas rappeler ici la violence basée sur le genre en soi que constitue le fait de demander, demander aux femmes de payer avant d'accoucher. Et ça, c'est une problématique plus structurelle qui montre aussi la valeur que nous accordons aux femmes, que nos sociétés accordent aux femmes, que nos sociétés accordent à l'accouchement et à l'ensemble des risques que les femmes prennent pour donner des vies à nos sociétés, et comment est-ce que le coût des soins, en dehors des barrières que ça constitue pour accéder aux soins de qualité, constitue en soi une violence qui ne dit pas son nom. La revue ouvre aussi le débat sur, par exemple, à partir de cet article, sur la prise en charge de la syphilis pendant la grossesse, en examinant la mise en œuvre des recommandations à travers le monde. Cette revue ouvre cet article, rappelle que la plupart du temps, ce qui est fait n'est simplement pas conforme à ce qui est recommandé. Ce qui est fait n'est simplement pas souvent conforme à ce qui est recommandé. Et ça pose problème, parce qu'il y a des investissements majeurs qui sont faits pour identifier ce qu'il faut faire. Mais on se rend compte que mettre correctement en œuvre les interventions efficaces pour sauver les mères et les nouveau-nés constitue encore une question centrale qu'il faut vraiment aborder. Et là, soutenir le développement des sciences de la mise en œuvre en Afrique francophone constitue un impératif et une urgence pour faciliter le développement de nouvelles d'approches qui s'appuient vraiment sur les contextes et qui peuvent avoir plus de chances d'être bien mises en œuvre dans les contextes. Cette revue francophone donc revit un moment critique de notre histoire où il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées dans les relations entre le Nord et le Sud, dans l'exigence de compter davantage sur les ressources propres au pays, sur les ressources internes, pour aborder un certain nombre de questions majeures. Et cette revue rappelle aussi que savoir ce qu'il faut faire ne suffit pas et ne suffit plus. Il faut investir dans la production et la diffusion de données probantes locales pour le développement et la mise en œuvre effective des interventions. Et en la matière, cette revue a un rôle important à jouer. Et je nous invite vraiment tous à y publier, à la consulter et à utiliser les données probantes qui y sont publiées. Surtout, baser le plus possible les interventions, nos discussions, les processus d'élaboration des politiques sur les données probantes. Et avec, puisque cette revue publiée en français, on pourra avoir davantage accès à des données probantes en français. Et l'espoir, c'est que cela renforce l'utilisation des données probantes dans l'élaboration des politiques pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés. C'est sur ces mots que je voudrais vraiment remercier tous les participants et retourner la parole au modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente présentation qui a respecté aussi le timing. Et donc, sans attendre, nous allons passer à notre troisième intervention qui est relative à l'avortement légal en Tunisie, histoire d'une exception dans la région. Et la thématique sera abordée par Dr Selma Hajri, spécialiste en santé de la reproduction et secrétaire générale de l'association tunisienne Groupe Tawhid Abelchir pour la recherche-action en santé des femmes. À vous la parole, Madame Selma Hajri. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour m'avoir associée
à ce webinaire et je suis très heureuse d'y participer. J'essaie de... Donc, voilà. Donc, voilà, on m'a demandé donc de vous présenter ici l'histoire de l'avortement en Tunisie, qui est une histoire qui constitue une exception dans la région, en effet, et qui est une histoire qui dure maintenant depuis plus de 50 ans et qu'on espère voir continuer et s'améliorer et surtout être un exemple et être utile dans la région. Alors, donc, l'expérience tunisienne a été basée en fait sur la mise en place de services du planning familial qui ont débuté depuis 2013 en tant que programme national, mais qui ont débuté dès les premières années de l'indépendance. Voilà. Donc, comment s'est construit le programme du planning familial? Il s'est construit sur la base d'un changement radical du code du statut personnel tunisien qui a donné à la femme des droits plutôt révolutionnaires pour l'époque, puisque c'était le divorce pour la femme, le recul de l'âge de mariage à 17 ans, l'interdiction de la polygamie et par la suite le droit de vote, le droit d'être la tutrice légale de ses enfants. La première loi qui a libéralisé l'avortement en 1965 était une loi qui était quand même assez limitée puisqu'elle permettait l'avortement du premier trimestre aux femmes qui avaient plus de 5 enfants et qui venait dans une stratégie de lutte contre, donc de réduction de la natalité et de lutte contre la croissance démographique galopante de cette époque-là. Il s'est avéré que c'était insuffisant, donc en 1973, il y a eu un changement radical avec une législation beaucoup plus radicale, une loi donc, sur l'avortement qui a autorisé l'avortement sans restriction, ce qu'on appelle l'avortement totalement libre pour toute femme majeure, jusqu'à 3 mois de grossesse, dans des structures, évidemment, qui préservent sa santé, donc hospitalière, sanitaire ou clinique privée, et effectuée par un médecin exerçant légalement sa profession. Et en même temps, il y a eu donc la création de cet Office national du planning familial, qui a développé un programme national où l'IVG constituait aussi une part importante, en même temps que la contraception, l'accès à la contraception. Bien évidemment, cette ONFP a pris une place importante, mais surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'en 1994, avec la CIPD, les objectifs ont été modifiés. Ce n'était plus donc un objectif de contrôle démographique, mais réellement un objectif de droit à la santé sexuelle et reproductive, et qui était basé sur des principes qui sont des principes fondateurs pour les droits des femmes, l'accès à tous des droits des femmes à la santé reproductive, l'accès à toutes les femmes donc à l'avortement, avec une couverture sur tout le territoire du pays de structures de santé reproductive, qui offrait à la fois les méthodes de contraception et les méthodes d'avortement, la gratuité totale de toutes ces prestations de santé reproductive et le libre choix, en particulier pour la contraception et la méthode d'avortement, avec l'introduction de l'avortement médicamenteux, ce qui faisait donc un choix entre l'avortement chirurgical et l'avortement médicamenteux. Bien évidemment, dès l'institution de cette loi en 1973, on a vu un pic de nombre d'avortements qui correspondait en fait à l'enregistrement légal de ces avortements. Et puis on remarque qu'il y a 2 plateaux. Un premier plateau qui a été atteint au début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, et curieusement une réduction autour de 15 000 avortements par an à partir des années 2000 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Évidemment, c'est une aussi des caractéristiques de l'expérience tunisienne en matière d'avortement,
C'est dans un contexte donc de loi extrêmement libérale. On a très rapidement introduit l'avortement médicamenteux dès la fin des années, avant les années 2000, la fin des années du XXe siècle, donc, par un programme de recherche clinique et opérationnel conduit entre l'ONFP et le Population Council, puis avec Genuity Health Projects. Et donc, cette recherche clinique a permis par la suite l'introduction progressive dans les cliniques de planning familial de l'avortement médicamenteux, qui a été, durant la décennie, élargie à tous les centres, mais de façon progressive, permettant d'obtenir un excellent taux d'efficacité et en même temps prévoyant l'inclusion des sages-femmes dans la pratique de l'avortement médicamenteux avec une délégation de tâches qui est à l'origine d'une grande motivation du personnel paramédical. Et vous voyez que sur la 7 décades, l'avortement médicamenteux a peu à peu remplacé l'avortement chirurgical et aujourd'hui, plus de 80% des avortements sont pratiqués par cette méthode. Évidemment, un petit souci technique. Donc, malgré cette, ou alors, si on peut dire, la disponibilité de l'avortement légal n'a pas conduit, comme beaucoup peuvent le penser, à une augmentation exponentielle du recours à l'avortement. Et on voit qu'en Tunisie, avec une prévalence contraceptive qui est tout de même assez bonne, on a un taux d'avortement qui reste très très bas, autour de 5 à 6 avortements pour 1000 femmes en âge de reproduction. Et quand on compare que ce soit à la Suède, qui est un pays donc, extrêmement libéral, ou même à la Turquie, qui est un pays plus conservateur, on a quand même un taux d'avortement qui reste très bas. Évidemment, on peut en tirer un certain nombre de leçons de cette expérience. D'abord, il est clair que la situation de la mortalité maternelle et celle de l'avortement étaient similaires avant donc l'institution de cette législation sur le planning familial à ceux des pays de la région, et je pense particulièrement aux autres pays d'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie, mais aussi à certains pays d'Afrique francophone. La législation de l'avortement et l'accès au planning familial ont tout de même permis de réduire de façon considérable les complications des avortements clandestins, qui étaient des avortements faits dans de mauvaises conditions. Et je dois noter aussi que l'avortement médicamenteux a été une innovation extrêmement utile, extrêmement intéressante en termes d'accessibilité à l'avortement et de préservation de la confidentialité, de l'intimité des femmes. Et on sait que l'avortement est un acte qui est accompagné d'un tabou extrêmement important. La législation de l'avortement en général est un facteur prouvé de réduction de la mortalité maternelle, et dans les pays où les indications légales de l'avortement ont été élargies, on a vu de façon claire la mortalité et la morbidité maternelle réduites de façon significative. Il faut aussi que les stratégies de prise en charge de la contraception avant et surtout en post-avortement soient réalisées de façon extrêmement régulière et révisées en fonction de l'avancement de la science, mais aussi en fonction des besoins des femmes qui sont après tout les premières bénéficiaires. Alors, je voudrais parler un peu de ce qui s'est passé dans la région, et la Tunisie étant le premier pays qui a, disons, initié ce qu'on a appelé révolution en 2011. Eh bien, il y a beaucoup de changements qui se sont produits. On ne nie les aspects positifs de la législation tunisienne ont bien heureusement été conservés et préservés. Il n'y a pas de délai de réflexion pour obtenir un avortement. En général, on obtient même, quand les sages-femmes sont impliquées et motivées, l'accès est beaucoup plus facile. Il n'y a toujours pas d'autorisation du mari. Le mari n'est pas impliqué dans le processus d'autorisation à l'avortement. L'avortement est accessible à toute femme dès l'instant où elle est majeure. Il reste gratuit dans les services publics et il est toujours associé à une information complète sur le choix contraceptif. Alors, ce qu'on note par contre, et qui n'a cessé
de devenir plus évident au cours de ces dernières années, ce sont les résistances. Et les résistances se manifestent par plusieurs aspects. D'abord, le fait que, pour toutes les filles mineures, l'autorisation parentale reste un élément indispensable et jusque-là n'a pas pu être remplacé par l'autorisation par un adulte tiers ou par le juge. Le fait qu'il y ait une absence de formation des prestataires pour assurer une meilleure prise en charge et dépasser les blocages culturels et religieux stigmatisants constitue une grande lacune aujourd'hui. En particulier, je pense aux formations et à l'apport de la clarification des valeurs qui pourrait permettre de réduire de façon considérable ces blocages culturels et religieux. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que la volonté politique de renforcer le programme de santé reproductive dans un contexte d'un conservatisme plus important est devenue beaucoup plus faible que dans les décennies précédentes. Les failles que l'on peut relever aujourd'hui et qui seront peut-être des leçons pour les pays qui s'engagent dans un meilleur accès à l'avortement sécurisé pour les femmes, c'est qu'il est très important d'adapter la législation pour que l'application des techniques modernes puisse se faire dans la légalité la plus totale. Ainsi, l'avortement médicamenteux nécessite une adaptation des lois qui n'a pas été faite en Tunisie, tout comme le rôle de plus en plus important et la délégation des tâches aux sages-femmes. En Tunisie, malheureusement, justement, parce qu'il y a cette nouvelle résurgence d'une résistance et d'un retour à plus de conservatisme, nous n'avons pas pu introduire l'avortement par la méthode manuelle, qui est tout de même une méthode extrêmement utile parce que peu coûteuse et facile, accessible surtout dans les régions défavorisées. Et puis, il reste qu'il n'y a pas de souplesse dans les textes et l'application des textes, et particulièrement, je pense, à l'extension dans le secteur public qui reste extrêmement difficile à réaliser. Alors, pour finir, je voudrais aborder rapidement quels sont les articles qui ont été dans la revue donc, de santé reproductive, de Reproductive Health Matter en français. Il y a 3 articles qui ont abordé l'avortement de façon extrêmement intéressante et qui soulèvent des sujets qui sont très importants pour la région. Le premier touche à la stigmatisation et aux dégâts qu'implique cette stigmatisation et pour les soignants et pour la disponibilité des soignants à l'avortement sécurisé. Le deuxième article évoque aussi l'utilité de parler du fœtus avec les femmes qui ont avorté. Et cette attitude est une attitude qui va plutôt accroître la résilience émotionnelle des femmes et devrait être réfléchie et discutée de façon beaucoup plus approfondie. Le troisième article, enfin, aborde un problème extrêmement important qui touche les femmes qui sont dans des régions où il y a des réfugiés. Et ce problème évoque ici les femmes réfugiées des Congolaises qui sont réfugiées en Ouganda, mais on pourrait le transposer à pratiquement toutes les zones de guerre où il y a des réfugiés, où il y a un problème très, très important d'accès aux soins liés à l'avortement. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour de l'expérience tunisienne et je reste à votre disposition pour les questions. Je vous remercie. Merci, Dr Salma, de votre présentation. C'est un sujet vraiment qui reste tabou dans plusieurs pays. Et déjà, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur l'avortement. Alors, nous passons à notre dernière intervenante, qui est Dr Marlène Joanny-Bewa, qui est chercheuse et experte en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en Afrique de l'Ouest et Amérique du Nord. Elle est présidente de Women's in Global Health au Bénin. Sa présentation va porter alors sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et surtout des droits des adolescents et jeunes et les progrès, besoins et opportunités.
Allez-y, docteur. Je vous remercie, professeur. Pour m'assurer que mon écran est bien visible, je voudrais m'assurer que vous voyez mon écran. Oui, nous voyons ton écran. Parfait, très bien. Alors, je vous remercie. Je salue tous les participants de où que vous soyez dans le monde. Je suis Dr Joanie Marlène Bewa et actuellement en charge de recherche et d'enseignement à l'École de santé publique à l'Université de Floride du Sud aux États-Unis. La plupart de mes expériences en Afrique francophone sont basées au Bénin, mais également dans la sous-région francophone. Alors, en termes de background, je voudrais juste rappeler que nous savons très bien qu'il y a 3000 adolescents qui meurent chaque jour dans le monde et plus de 2/3 de ces décès surviennent en Afrique et en Asie du Sud-Est. Nous avons une importante cohorte d'adolescents et de jeunes en Afrique francophone, près de 45% de la population. Nous sommes également conscients du retour triple que nous pouvons avoir lorsque nous investissons sur les adolescents et les jeunes, avec évidemment un retour sur investissement pendant l'adolescence, à l'âge adulte, mais également sur les générations futures et à venir. Comparé à 25 ans plus tôt, les adolescents sont certainement moins susceptibles de nos jours d'être mariés, d'avoir des enfants avant 18 ans, de contracter le VIH. Malheureusement, elles manquent de chances de bénéficier de tests de dépistage, d'accès aux soins et même d'être victimes d'abus sexuels. Un des articles de la revue a mis l'accent sur les progrès qui ont été réalisés au cours des 25 dernières années, dont l'un des auteurs, Dr Chandra Mouli et ses collègues, qui ont rappelé qu'il y a des données et des preuves suffisantes sur la santé et les droits sexuels et reproductifs qui ont permis de guider le design de normes, de standards, de politiques et de programmes au cours des 25 dernières années. Ils ont également rappelé qu'il y a un nombre croissant de pays qui disposent de lois, de politiques et de programmes inclusifs. Cependant, des enjeux importants persistent en matière d'accès à la santé de la reproduction et droits pour les adolescents et jeunes, quand nous voyons les aspects liés à la santé maternelle, l'accès au planning familial, les violences basées sur le genre, les infections sexuellement transmissibles, l'accès à l'éducation sexuelle intégrée ou complète, les questions d'avortement, de droits et d'identité sexuelle. Je vais très rapidement passer en revue ces deux graphes prêtés auprès du partenaire de Ouagadougou, qui met l'accent sur les tendances de fécondité des adolescentes dans 9 pays de ce partenariat, depuis 1986 à 2016-2017. Nous voyons bien les progrès en termes de déclin plus ou moins significatifs par pays. Ici, nous avons le Niger, le Mali, et ici, nous avons le Bénin et le Togo. Donc, nous voyons quand même qu'il y a une tendance plus ou moins en termes de déclin significatif au sein de tous ces pays. Lorsque nous regardons, par exemple, la thématique liée au mariage précoce des adolescentes et des adolescentes et des jeunes, mais spécifiquement des adolescents, nous voyons ici, en rouge, l'âge légal de mariage par pays, qui, dans certains pays, oscille autour de 15 et d'autres pays autour de 18 ans. Nous remarquons également que dans certains contextes, près de la moitié de ces filles mariées avant 18 ans, en bleu, nous voyons que celles qui sont mariées avant 15 ans représentent parfois dans certains contextes plus de la moitié de la population des filles qui sont mariées avant 18 ans. Ce qui signifie donc et qui met l'accent sur la précocité de ces mariages et des conséquences physiques, physiologiques que nous connaissons. La prévalence des grossesses chez les adolescents, par exemple au Côte d'Ivoire, à 26,1% selon le mix 2016. Au Bénin, par exemple, la prévalence des mutilations génitales féminines est de 7%. Et malheureusement, la grande partie de ces mutilations survient avant 15 ans, selon le DS 2011-2012. Quand nous regardons également en Afrique du Nord, par exemple, le Maroc, et ces chiffres vont certainement changer au cours des 2-3 dernières années. Mais il y a 400 000 nouveaux cas d'IST dans les services publics au Maroc chaque année et 40% surviennent parmi les 15-29 ans. Une statistique du Programme national de lutte contre le sida du Royaume du Maroc. La vulnérabilité des adolescents et des jeunes en situation de crise humanitaire persiste,
L'un des panélistes a parlé de la crise dans le Sahel, mais nous voyons également aujourd'hui l'impact que les urgences sanitaires telles que Ebola et COVID-19 peuvent avoir sur la disruption et le manque d'accès aux services lorsque nous parlons des adolescents et des jeunes. Nous avons, moi et une équipe, nous avons essayé de voir un peu dans la littérature quelles sont les stratégies pour engager les jeunes, puisque nous parlons d'accéder aux services, en termes d'accès des adolescents et des jeunes aux services, mais nous oublions également l'aspect de les engager dans le design de services et de les engager à tous les niveaux. Donc, nous nous sommes plus ou moins amusés à faire une revue de la littérature et voir un peu quels sont les niveaux où les adolescents et les jeunes sont engagés en matière lorsqu'il y a des urgences sanitaires, mais également comment cela affecte leur santé de la reproduction. Et cette revue a essentiellement regardé les organisations de jeunes, société civile, axées sur la santé de la reproduction. Mais nous voyons que ces jeunes et adolescents sont plus impliqués en matière d'aider à communiquer le risque, engager leur communauté, faire de la distribution de logistique, avoir des discussions pour renforcer la cohésion sociale et manager les cas, être engagé dans les techniques de contact tracing. Mais on voit un peu moins les adolescents et jeunes vraiment de façon significative au sommet de la pyramide pour designer les programmes et politiques, un peu plus au niveau du design des programmes, un tout petit peu moins au niveau du design des politiques, même s'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Lorsque nous voyons la redevabilité, le suivi et l'évaluation, lorsque nous voyons le pouvoir de décider des financements en matière de santé de la reproduction, lorsque nous regardons également les task force et organes de gouvernance nationaux et internationaux, nous voyons encore un peu moins les adolescents et les jeunes. C'est une parenthèse que j'ai voulu faire ici pour ramener déjà le sujet de la participation des adolescents et jeunes en matière de santé de la reproduction, au-delà même de la thématique d'accès aux soins et aux soins de qualité. Alors, en revenant à la revue, il y a des articles très intéressants que je veux vous exhorter également à lire. Le premier, que j'ai eu à référencer déjà en matière de background, porte sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents, le bilan au cours des 25 dernières années. Il y a également un excellent article sur le mariage des enfants dans le contexte de la Tanzanie, mais également un article sur les mutilations génitales féminines que je vous exhorterai à examiner. Mais nous avons quand même des opportunités dans la région, des opportunités déjà liées au fait que plusieurs pays ont adopté des programmes et des curricula d'éducation sexuelle intégrée, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique du Centre. Des programmes en matière d'éducation sexuelle ont été adoptés, qu'elles soient appelées éducation sexuelle intégrée, éducation sexuelle complète. Ces programmes existent et sont souvent mis en œuvre par la société civile et le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques. Mais nous avons également l'opportunité qu'il y ait un cadre global pour accélérer l'action pour la santé des adolescents, avec un guide concret de mise en œuvre au niveau national. Le framework AHA, qui a été mis en œuvre par l'OMS et différents partenaires, et également un guide global qui permet d'accélérer l'action pour les adolescents spécifiquement. Une conversation et beaucoup de guidelines ont été également développés sur tout ce qui a rapport avec les self-care interventions, tout ce qui a rapport avec les interventions que l'adolescent ou le jeune peuvent eux-mêmes mettre en œuvre, par exemple, le dépistage individuel du VIH, le dépistage de HPV, ou même l'injection par soi-même sans avoir recours à des professionnels de santé de contraceptifs injectables. Une autre opportunité qui existe, c'est également la déclaration consensuelle mondiale qui porte sur la participation effective des adolescents et jeunes et qui guide les politiques et programmes à travers un certain nombre de valeurs et de principes pour renforcer la participation effective des jeunes et des adolescents en matière de prise de décision. Je n'oublierai pas la stratégie mondiale que nous connaissons tous sur la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent, mais spécifique également à la région dans le partenariat de Ouagadougou, dont j'ai parlé déjà initialement, qui a vraiment permis de mettre ensemble, renforcer, mutualiser sur les synergies des différents pays pour augmenter l'accès et l'utilisation des méthodes de planning familial, mais également le SWED, qui est le Sahel Women Economic and Demographic Dividend, qui est en fait mise en œuvre par UNFPA, l'OAS et la Banque mondiale et d'autres partenaires pour renforcer le pouvoir des adolescentes, des femmes, mais également des garçons dans la prise de décision en matière d'accès au planning familial et services de santé maternelle. Ce qui est intéressant par rapport au Suède, dans lequel j'ai été vraiment impliquée avec UNFPA, c'est vraiment cette approche par 3 composantes de faciliter l'accès aux produits de santé,
services santé maternelle infantile, mais également l'offre de services en matière de planning familial et de renforcer les capacités nationales, engagement politique et dividendes démographiques. Et je pense que ces opportunités régionales nous permettent de voir un peu où est-ce que nous pouvons renforcer nos acquis. Très rapidement, d'autres opportunités existent en matière de comment nous pouvons répliquer les pratiques à haut impact. Beaucoup de pratiques à haut impact ont un effet soit sur l'environnement, soit sur le changement social, ou soit sur la prestation de services. À cause du temps limité qu'il me reste, je ne vais pas forcément les parcourir tous, mais je voudrais juste mettre l'accent sur maintenir les filles en milieu scolaire, qui a un pouvoir énorme, avoir des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement en matière de planning familial, très important. Intégrer les agents communautaires et la société civile dans le système de santé, utiliser le marketing social, par exemple, pour développer des messages clés spécifiques et en fonction du persona. Et ici, au centre, ici à l'Université de Floride du Sud, nous avons le centre d'excellence de l'OMS sur le marketing social, où nous utilisons les approches de 4P pour pouvoir développer des messages assez spécifiques. Alors, pour conclure, je vais formuler 2 types de recommandations. Quels sont les gaps que nous pouvons essayer d'adresser en matière de recherche? Déjà, comprendre un peu plus les déterminants de la faible utilisation des services par les jeunes. Qu'est-ce qui peut motiver les jeunes à accepter les méthodes self-care? Qu'est-ce qui représente les déterminants des grossesses précoces répétées au sein des adolescents? Mais également comprendre les nouveaux comportements à risque et l'intersection entre le genre et la santé de la reproduction. Au niveau des programmes et des politiques, je pense qu'il est également très important de voir comment on peut influencer les perceptions, parce qu'il y a encore beaucoup d'ambivalence au sein des adolescentes en matière d'intention liée à la grossesse. Donc, toutes les grossesses précoces chez les adolescents ne sont pas forcément non désirées. Mais faciliter l'accès aux services en réduisant les barrières liées au coût, à la qualité de soins, adresser les normes sociales, culturelles et de genre, mais voir aussi comment bâtir sur les opportunités que nous offre la technologie, la participation significative des adolescents et jeunes, bâtir sur les droits et le respect de l'orientation sexuelle. Mais plus important encore, je dirais, nous devons documenter et disséminer les leçons apprises. Nous devons passer à l'échelle des interventions à haut impact. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je resterai dans le temps, je m'arrêterai là et nous pourrons extrapoler au cours des questions. Merci beaucoup pour cet excellent exposé, Joanie. Et donc, nous arrivons à la session de questions-réponses et je vais on va faire un premier tour et puis un second tour en espérant avoir compilé l'ensemble des questions par thématique. Et donc, on va commencer par la première question destinée à Madame Selma Haji. Et elle est à propos de l'avortement et on nous demande quelle stratégie de base pour régler définitivement la mortalité par l'avortement à risque. Donc, à vous la parole. Question brève, réponse brève. Alors, merci, c'est une question très provocatrice aussi. Donc, à question provocatrice, je vais avoir une réponse provocatrice. Il y a eu une expérience dans le monde qui est celle de l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est le continent qui a bénéficié de la disponibilité du misoprostol, donc la prostaglandine qui permet un avortement, ce qu'on appelait la pilule, le RU du pauvre, parce qu'elle était pas chère, elle est toujours très bon marché. Et la prostaglandine, misoprostol, a permis de réduire de façon considérable, parce qu'elle était disponible partout, parce qu'elle était disponible à la portée des femmes, elle a permis de réduire de façon considérable la mortalité due à l'avortement clandestin, parce que c'était devenu un comprimé clandestin qui permettait un avortement fait dans de conditions relativement acceptables et qui surtout amenait les femmes vers les structures de santé. Donc, bon, ça c'est la réponse provocatrice, mais il est clair que la meilleure façon d'améliorer la meilleure stratégie, c'est une stratégie qui est liée à la volonté des États. Il n'y a pas d'autre stratégie qui fonctionne. Ce sont les États qui ont développé des lois et qui ont développé des guidelines pour permettre l'accès à l'avortement sécurisé, qui ont réussi à réduire leur mortalité. Et je pense que tout le monde le sait aussi bien que moi.
Merci beaucoup. La question maintenant est au docteur Jean-Paul. La pandémie du Covid et les difficultés qui en résultent d'accès aux soins au SSR risqueraient de freiner l'attente des ODD. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Nous pouvons en parler pendant des jours et des jours. Cette pandémie n'a pas fini d'handicaper les progrès ou de foutre en l'air beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur les dernières décennies dans plusieurs pays, soit en termes de droits des adolescents, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi en termes d'accès à des services de santé sexuelle et reproductive, et encore particulièrement en termes d'accès à des services de soins de santé maternelle et néonatale. Et les mécanismes à travers lesquels cet impact se réalise sont encore très divers et variés. Il y en a qui sont déjà plus ou moins bien documentés à partir de l'expérience passée de Ebola, mais il y a encore beaucoup d'études en cours. Le CIRUD est impliqué dans au moins 3 études qui essayent d'investiguer la relation entre COVID-19 et les impacts sur la santé maternelle et néonatale. Mais ce que nous savons, bien entendu déjà, c'est que ça pour beaucoup de choses, de façon directe dans la réduction de l'utilisation des services, la peur de venir à l'hôpital, mais aussi la peur des soignants aussi de voir de contracter la maladie auprès des usagers et l'absence de mesures pour protection du personnel, des soignants, créer un contexte qui vraiment est délétère pour l'offre de soins de qualité à la mère et au nouveau-né. Mais il y a aussi ce mécanisme de la fragilisation de la femme à travers l'impact sur le travail, le marché du travail, la paupérisation que cela crée partout. Tout le monde ça augmente le taux de pauvreté. On parle en France de près de 2 millions de personnes qui tombent dans la pauvreté. Que dire alors de beaucoup d'environnements africains où il y a des millions de personnes qui se retrouvent dans le chômage avec des crises économiques qui se renforcent, la réduction de la croissance économique. Et tout cela crée un environnement qui fragilise les familles et qui fragilise davantage les femmes. Les dimensions de genre aussi sont à prendre en compte dans les disparités de l'impact de cette pandémie-là sur les uns et les autres. Donc, la réponse est oui, et je pense qu'on peut en parler encore et encore. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question maintenant est au docteur Boutaïeb. Il y a eu beaucoup de questions sur l'infertilité et l'accès aux services SSR. Et les participants, dans le cas de SR de droit, se posent la question sur ce droit fondamental à la parenté. Et du coup, la question est comment inclure les soins pour la fertilité, infertilité dans les politiques de santé sexuelle et reproductive dans les pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup. L'infertilité, c'est une question qui se pose de plus en plus depuis qu'il y a des traitements efficaces et depuis qu'il y a une possibilité de prise en charge par les techniques modernes. Et donc, comment peut-on inclure tout cela dans les politiques de santé? C'est en considérant que le fait de pouvoir avoir un enfant est un droit, puisque les pactes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, donnent le droit à chacun de se marier et de pouvoir fonder une famille, puisque la famille constitue le noyau de la société. Et donc, le fait qu'on ait tous, que tous les individus ont le droit de fonder une famille, à partir de là, on se dit qu'il est inéquitable de laisser des personnes dans l'infertilité. C'est à partir de là que les associations, les personnes dans le besoin se sont organisées. Et je peux donner l'exemple du Maroc où les associations ont, grâce à leurs efforts, grâce au plaidoyer auprès du ministère de la Santé, ont pu aboutir à une loi qui organise la procréation
médicalement assistées et qui sont en cours pour que le gouvernement considère l'infertilité comme une maladie et l'accès universel aux techniques de procréation médicalement assistées comme un droit ouvert par les organismes de couverture médicale. Et donc, c'est à travers ceci également que l'OMS s'est penchée sur la question. Elle a organisé le sommet pour la prise en charge de l'infertilité et il y a un démarrage des actions dans ce sens. Donc, l'infertilité considérée comme une maladie, non pas comme un luxe, l'infertilité considérée comme une maladie de l'appareil reproducteur doit faire ou créer le besoin et donc créer le droit de pouvoir guérir de cette maladie et donc de pouvoir accéder aux soins de santé et aux soins de procréation médicalement assistés. C'est ça la question? Merci beaucoup, Sebotaïev. Merci pour ces réponses très claires. La question maintenant s'adresse au docteur Joanny. Et il y avait beaucoup de questions effectivement sur les jeunes adolescents et l'accès au SSR. Et parmi les questions les plus importantes qui rentrent dans le contexte, quel est l'impact de la COVID-19 sur l'accès des jeunes et des adolescents au service de SSR? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un impact? Je pense que je vous ai raté pour 5-10 secondes. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Alors, la question est par rapport à l'accès aux soins SSR des jeunes et des adolescents dans ce contexte de la COVID-19. Merci. Très bien. Je vous remercie. Alors, vous savez certainement qu'il y a eu un certain nombre de recherches qui ont prouvé que durant l'épidémie Ebola, que l'accès des femmes, mais spécifiquement des adolescents et des jeunes, aux services de contraception, aux services de counseling et même d'information a été arrêté, a été stoppé parce que des mesures de distanciation sociale avaient été recommandées. Dans le cadre de la COVID-19 ou du COVID-19, nous avons également eu de nombreuses difficultés liées évidemment à l'accès des adolescents et jeunes à ces services. Et les conditions de lockdown et de mise en quarantaine sont également en train de révéler qu'il y aurait un nombre croissant de grossesses non désirées au sein des adolescents dans plusieurs pays. Plusieurs données sont en train d'être remontées là-dessus. Mais également liées aux violences basées sur le genre, violences sexuelles et physiques à l'endroit des femmes et des jeunes les plus vulnérables sont également en train de nous être reportées. Et donc, je pense que cette mesure, cette situation de COVID-19, qui en fait aussi utilise une bonne partie des ressources du système de santé pour répondre à la pandémie, limite déjà l'accès aux services qui déjà était insuffisant dans un contexte non pandémie. Et je pense que cela représente pour nous également cela représente également cela représente en fait une priorité en matière de préparer les futures épidémies et préparer les futures pandémies en s'assurant Merci beaucoup. Merci. Donc, on va faire un deuxième tour de questions, si vous permettez. On essaie vraiment de réunir les questions qui se ressemblent pour qu'on puisse satisfaire l'ensemble de nos participants. Et il y a eu beaucoup de questions sur l'avortement. Et donc, je reviens vers Dr Selma Haji. Et la question concerne la cause de la diminution des IVG. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Je vais quand même lier deux questions. Et aussi la législation de l'avortement, est-ce qu'elle garantit l'accès à des soins de qualité aux femmes qui en ont besoin? Sinon, quels sont les défis? Alors, on a pour ce second round 10 minutes. Ne me dites pas encore qu'on vous a provoqué. Non, en fait, non, c'est deux questions différentes, même si elles surviennent toujours dans un contexte qui est le contexte de l'accès
l'accès à un avortement sécurisé. Alors, la première question, pourquoi en Tunisie on a vu une diminution des IVG dans le secteur public? Encore une fois, ce que j'ai donné comme analyse, c'est le secteur public, pas le secteur privé, parce qu'on a très peu d'informations, comme un peu partout dans les pays de notre région, très peu d'informations sur ce qui se passe dans le privé. Mais on pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a donc un peu ce que j'ai rapidement abordé, qui est, depuis ces 10 dernières années, disons, un changement dans les mentalités, un peu un retour au religieux, un conservatisme plus important, qui évidemment est vécu aussi bien dans la population générale que dans la population des prestataires. Et donc, il y a une régression dans l'accès, il y a plus de stigmatisation, il y a plus de refus d'avortement à des personnes qui en ont réellement besoin. Donc, il y a probablement une des raisons qui explique cette diminution du nombre. Et ces femmes, elles vont aller vers le privé. Elles vont aller vers le privé et donc, c'est un coût qui est beaucoup plus important pour les femmes. Et évidemment, c'est là que je passe à la deuxième question. Quand vous me demandez, est-ce que la législation de l'avortement garantit l'accès à des soins de qualité? Oui, quand la législation est soutenue par une politique qui est favorable à ces lois-là. Donc, et la Tunisie, sur ce plan-là, il y a beaucoup de leçons apprises, il y a beaucoup de leçons à tirer. La législation, elle a un rôle fondamental pour aider les femmes qui n'ont pas les moyens de payer. Donc, évidemment, l'accès à l'avortement dans le service public est essentiellement destiné aux femmes qui n'ont pas les moyens. Dans tous les pays, même quand l'avortement n'est pas légal, il y a toujours le moyen d'avoir un avortement si on a financièrement la possibilité. Et ça, on le sait, dans plusieurs pays où l'avortement n'est pas légal, les cliniques privées peuvent faire des avortements pour plusieurs raisons, mais c'est toujours un coût qui est beaucoup trop élevé pour des femmes pauvres. Et donc, c'est celles qui sont les plus soumises à une pression et qui vont avoir les grossesses non désirées. Donc, on est un peu dans cette situation. La législation, elle est indispensable. Ou alors, la solution, c'est aussi la solution pour laquelle a opté le Canada, qui n'est pas de législation sur l'avortement, totalement. Donc, aucune loi. Donc, l'avortement n'est pas un acte qui doit être nécessairement, disons, cadré dans une loi. Il peut être un acte qui est purement médical, qui sort d'une législation pénale. Donc voilà à peu près, je pense, les esquisses de réponse que je peux donner parce que c'est le sujet d'un long débat. Parfait, merci beaucoup. Et donc, la question maintenant est à Jean-Paul. L'un des défis majeurs de nos pays africains francophones, c'est de réduire la mortalité maternelle, justement. Et l'un des moyens fondamentaux de faire le monitoring, c'est les audits des décès maternels. Et donc, les participants veulent savoir comment peut-on renforcer les audits des décès maternels. Jean-Paul, vous êtes là? Je vais répondre. C'est une question très importante, très pertinente et qui est vraiment d'actualité. Je remercie les participants pour avoir soulevé ce débat. La question des audits constitue un mécanisme d'amélioration, l'une des stratégies d'amélioration de la qualité des soins. Et cette stratégie est mise en expérimentation depuis plusieurs années dans plusieurs pays actuellement en Afrique, francophone et anglophone. Et on se heurte, je pense, fondamentalement à des limites en rapport avec des défis de mise en œuvre par rapport au respect strict des principes fondamentaux qu'il faut respecter par rapport à la mise en œuvre de ces audits. Donc, il y a plusieurs problèmes qu'on rencontre en termes de respect de la fréquence de réalisation des audits, de la qualité des audits, mais surtout du suivi par rapport aux recommandations et de la mise en œuvre effective des recommandations. C'est un processus cyclique pour lequel toutes les étapes doivent être mises en œuvre effectivement pour faire ressortir pour faire démontrer la plus-value, la forte plus-value de ce mécanisme-là. Donc, il faut recentrer ici encore le débat sur la problématique de la mise en œuvre
Et rappeler toutefois que ça reste une stratégie qui a un potentiel énorme, qui, au-delà des questions en rapport avec son efficacité technique, constitue un principe fondamental d'apprentissage. Et c'est le minimum qu'on puisse faire à une femme qui est décédée, que de reconnaître qu'elle est décédée, de la notifier et de prendre le temps de dire que qu'elle n'est pas morte pour rien et d'apprendre de ce qui s'est passé par rapport à ce cas. Donc, je trouve que c'est une question c'est une stratégie fondamentale qu'il faut faire et qu'il faut continuer à mettre en œuvre en essayant vraiment de tout faire pour corriger les défis en rapport avec la mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci à vous. La question est maintenant au docteur Boutaye. Quels sont les mécanismes de l'engagement aussi bien des États que du citoyen pour réduire et modérer la discrimination vis-à-vis des femmes? Bien, merci pour cette question. Alors, pour ce qui est de la discrimination des femmes, depuis la CEDAW, donc la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes, et après la ratification par un ensemble d'États, il y a eu bien sûr déclinaison des articles de cette convention dans les politiques nationales. Et dans ces politiques, il y a un ensemble de mesures, un dispositif qui est très grand. La discrimination envers les femmes, lutter contre la discrimination, c'est changer des normes, changer une manière de réfléchir, une manière de voir la femme comme étant une personne inférieure et une personne dominée. Et donc, il faudrait agir à différents niveaux. Agir au niveau de l'école pour que les messages qui sont véhiculés par les instituteurs et par les professeurs soient des messages d'équité entre hommes et femmes. Agir au niveau du secteur de l'emploi pour que la femme soit l'égale de l'homme en matière de salaire, donc pour un travail égal, qu'il y ait un salaire égal, qu'elle ne soit pas payée de manière inférieure. Agir au niveau du secteur de la santé pour que l'accès des femmes et des hommes soit le même, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Et là, on parle par exemple de santé sexuelle et reproductive. Parmi les obstacles, et notamment parmi les causes de mortalité maternelle, c'est les retards qu'ont les femmes pour prendre la décision au niveau de leur foyer avant d'être transportées à l'hôpital. Et ces retards sont en lien et sont en rapport justement avec ces inégalités en femmes, puisque la femme est incapable de prendre la décision d'elle-même. Elle doit se soumettre à la décision de la belle-mère ou à la décision du mari pour pouvoir accéder à l'hôpital. Et donc, lutter contre les discriminations, c'est un dispositif très important qui s'adresse à tous les secteurs. Je peux parler par exemple du Maroc où il y a un plan national qui s'appelle Karama, c'est un plan national qui touche tous les secteurs pour essayer d'asseoir une équité homme-femme et qui touche également le secteur de la santé, même le secteur des finances à travers le budget, par exemple, sensible au genre. Même le budget de l'État doit être sensible au genre et doit aller vers plus d'équité homme-femme. Voilà, grosso modo, pour ne pas être très long. Merci beaucoup. Merci à vous. Une dernière question pour Dr Joanny, avant de passer la parole à ma collègue Sabina pour conclure. Et donc, la question, est-ce que la contraception chez les adolescents est légalisée? Alors, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de loi qui condamne, à ma connaissance, il n'y a pas de loi qui condamne la contraception chez les adolescents. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a une loi qui condamne cela. Chaque pays a des lois sur la santé sexuelle et reproductive. Et je pense que la plupart de ces lois est en accord et acceptent que les femmes ont le libre choix, qu'elles soient adolescentes, jeunes, femmes, ont le libre choix de pouvoir décider du nombre d'enfants qu'elles veulent, quand est-ce qu'elles le veulent et avec qui est-ce qu'elles le veulent. Donc, je pense que sur ce plan, il y a un consensus national, mais également international. Et également, la CIPD nous donne également le pouvoir aux adolescents et aux jeunes de pouvoir avoir accès aux informations nécessaires pour prendre des décisions sensibles comme le type de contraception qu'il ou qu'elle veut utiliser, mais également comment avoir accès à des services conviviaux
où la confidentialité, le respect de leurs droits, le respect de leurs aspirations est respecté. Ce qu'il est important à savoir, c'est également de voir dans quelle mesure est-ce que les lois qui existent dans chaque pays sur la santé sexuelle et reproductive mettent non seulement l'accent sur les droits des adolescents et les jeunes en tant que couche vulnérable, mais surtout l'applicabilité de ces lois. Nous avons vu des pays prendre des positions très fortes en matière d'accès des adolescents et jeunes à l'éducation sexuelle intégrée, l'accès aux méthodes de planning familial. Au Bénin, par exemple, il y a eu beaucoup d'activités de plaidoyer des organisations de la société civile, la coalition des OSC pour le planning familial, les jeunes ambassadeurs pour le PF, Nyang Benin Association dont je fais partie, et beaucoup d'autres associations également, ADPF, PSC, etc., se sont mis ensemble pour pouvoir faire un plaidoyer sur la gratuité des méthodes de planning familial pour les adolescents et jeunes. C'est vrai qu'à un moment donné, le budget alloué par le gouvernement a été augmenté à doubler, même si l'objectif n'est pas encore atteint, je reste quand même optimiste par rapport à cet engagement. Et donc, pour résumer un peu par rapport à cette question de est-ce que les méthodes sont légales ou non, je ne pense pas qu'il est illégal qu'un adolescent ou jeune qui a l'information, qui premièrement a le besoin, d'accord, à l'information, décide de choisir une méthode contraceptive, je ne vois pas en quoi cela pourrait être légal. Cette question me fait penser également aux discussions qui ont rapport à l'abstinence. Je pense que les jeunes peuvent aussi choisir, s'ils le veulent, parce qu'on veut laisser le choix aux adolescents et jeunes, de choisir s'ils veulent être abstinents, de choisir s'ils veulent utiliser une méthode contraceptive. Donc, je ramène ce sujet parce que je vois plus ou moins là où la conversation voudrait aller. Mais je pense également que les données existent pour montrer que la plupart des méthodes contraceptives sont safe et effectives pour les jeunes. Et également que parler d'éducation sexuelle intégrée n'augmente pas le risque de l'adolescent et du jeune à avoir plus d'activités sexuelles, mais au contraire, lorsque cette éducation sexuelle prend en compte non seulement l'abstinence, mais également les méthodes de planning familial pour les jeunes et les adolescents qui décident d'être sexuellement actifs, mais également les thématiques en rapport avec le genre, avec le droit, des curriculums qui sont vraiment sensibles au contexte culturel. Je pense que cela a beaucoup plus d'effets positifs sur retarder les premiers rapports sexuels si c'est l'objectif, ou avoir des activités sexuelles qui sont saines et qui n'entraînent pas des grossesses non désirées ou des infections à IST, VIH non désirées. Et nous devons encourager qu'il y ait des cadres politiques qui soutiennent les initiatives en faveur de l'accès des adolescents aux jeunes, aux services de qualité, aux services conviviaux, mais également aux services qui respectent leur diversité, leurs droits et leurs besoins. Merci beaucoup, Joanie. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants pour la clarté et l'excellence de leurs exposés, l'ensemble des participants qui nous ont accompagnés du début à la fin et à la richesse des questions. Et je passe la parole sans attendre à ma collègue Sabina pour nous dire le mot de clôture. Bon, rebonjour. Alors, moi, je vous remercie au nom de toute l'équipe de votre implication vraiment qui était impressionnante, la panoplie des questions qu'on a reçues. Donc, en conclusion, j'aimerais dire qu'on a abordé dans ce webinaire 4 thèmes qui ont été priorisés par le comité éditorial: santé sexuelle reproductive, avortement, santé maternelle néonatale et santé des adolescents. Donc, c'est quoi la question? C'est quoi la suite? La suite, elle est importante parce que nous avons le plaisir de vous dire que nous visons lancer des appels alors à l'avenir aux professionnels de la santé, aux chercheurs, à soumettre des articles, donc abordant d'autres thématiques qui sont encore plus percutantes. Et c'est quoi l'objectif? Notre objectif, c'est d'encourager la communauté du milieu francophone à publier, à avoir un rôle très actif dans le transfert des connaissances afin de changer nos pratiques professionnelles conformément aux données probantes. Et évidemment, ultimement, quoi? C'est induire un changement dans la situation qui nous préoccupe. Donc, voilà. Donc, aussi, ce qui est important, c'est que n'oublions pas les victimes de la COVID. Donc, nous rendons hommage aux professionnels de la santé, aux mères, aux pères, aux femmes, aux enfants, aux adolescents, donc, qui ont été victimes de la COVID, qui ont contribué, qui ont payé leur vie juste pour en sauver d'autres. Et finalement, je voudrais juste vous dire qu'au nom de toute l'équipe, je vous remercie vraiment de vous être joints à nous et d'avoir assisté à notre webinaire. C'est grâce à votre participation
que le webinaire a été vraiment, il y a eu un débat fort et intéressant. Et pour les questions posées concernant les présentations, ne vous en faites pas, nous allons prendre en considération parce qu'il y a eu beaucoup de demandes s'ils auront accès à ces présentations. Donc, et voilà, et bonne journée ou bonne soirée à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Au revoir. C'était vraiment Au revoir. passionnant. Merci, bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.